Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Geoffrey Fournier, fondateur et dirigeant du cabinet Victoriam RH, spécialisé dans le conseil en ressources humaines. Bonjour Geoffrey Fournier. Bonjour. Alors, vous êtes un profil particulier puisque vous avez passé près de 18 ans dans l'armée. Vous terminez comme lieutenant-colonel à la Légion étrangère. Qu'est-ce qui vous a fait basculer dans le civil, mais en particulier dans les questions d'RH, de ressources humaines ? Moi, j'ai servi principalement au sein de l'armée de terre, et l'ADN de l'armée de terre, c'est vraiment l'organisation humaine liée aux opérations militaires. Donc en fait, c'est un lien assez logique en fait entre les ressources humaines et également donc le travail d'officier, d'encadrement au sein des armées, puisqu'en fait, le travail à 80% d'un officier au sein de l'armée de terre, c'est vraiment un travail de management qui soit dans un cadre opérationnel ou en garnison. Donc c'est vraiment un lien tout à fait naturel, et le fait d'avoir une continuité, pour le coup, c'est vraiment clé, dans le sens où, encore une fois, j'insiste dans le cadre de mes activités de conseil actuellement, les armées ont vraiment beaucoup apporté dans le secteur privé, puisqu'ils ont une certaine maturité managériale et organisationnelle qui peut facilement se transposer dans un cadre privé. Et alors, quand vous découvrez l'entreprise privée, vous êtes surpris, étonné, ou vous dites c'est la même chose ? Non, je ne suis pas surpris. Je pense cependant qu'il y a des secteurs de reconversion pour un ancien institutionnel qui sont plus simples. Typiquement, moi, j'ai débuté dans l'industrie automobile, chez un équipementier automobile, et je pense que c'est vrai que le fait d'être dans l'industrie, dans un cycle plutôt de moyenne production, dans un cycle plutôt processé, je pense que ça aide à une reconversion, notamment quelqu'un qui vient d'un cadre, on va dire, d'un cadre militaire, justement, où les choses sont peut-être un petit peu plus rigoureuses. Qu'est-ce que vous avez amené vraiment typiquement de la Légion étrangère à l'entreprise dans les conseils ressources humaines ? Je pense que un des gros points qui aide la Légion étrangère à se bâtir et à se projeter à l'avenir, c'est le droit à l'erreur. Notre troupe ont parfois des passés avant l'engagement qui est parfois problématique. Pas tous, il ne faut pas rentrer dans la stigmatisation, pas tous, mais certains. Et je pense que ce passage dans la Légion étrangère, on fait le choix de vraiment effacer l'ardoise, si j'ose dire. Ça apporte vraiment beaucoup de choses, dans le sens où vraiment on accepte l'erreur. Et je pense que ce que j'ai amené dans l'entreprise, alors ça peut paraître un petit peu abstrait comme ça, mais je pense que j'accepte l'erreur plus facilement qu'un manager qui a un profil 100% civil. Champ de bataille, l'entreprise, ou pas ? La concurrence Non, je ne pense pas. La bataille est commerciale. Encore une fois, j'ai coutume de dire qu'il n'y a rien de grave, rien de fatal au final à la fin d'une journée. Ça ne reste que des désaccords professionnels. Et notre relation à l'entreprise en tant que salarié, rappelons-la, elle est contractuelle. Lorsqu'on rappelle un petit peu ses bases juridiques, eh bien, ça permet de remettre un petit peu le travail à sa place et des engagements supérieurs. Rappelons que nos armées, quand même, ont pour vocation à défendre la patrie, etc. Ça a une continuité, une certaine aura qu'aucune entreprise privée ne peut se targuer d'avoir. Donc, je pense que c'est important de remettre un peu l'église au milieu du village dans ce cadre-là. Il n'y a jamais mort d'homme dans le cadre d'une entreprise à but lucratif dans un cadre privé. Non, c'est vrai, mais bon, il y a eu des vagues de suicides dans certaines entreprises. Il y a des gens qui pètent les plombs dans certaines entreprises. Donc, il y a aussi des difficultés. Comment on travaille aujourd'hui avec toutes les restructurations qu'il y a, alors dans l'acier, vous le voyez en France, dans le textile, depuis des années, ça dure, etc. Est-ce qu'on fait appel à vous pour mieux licencier ou pas ? Oui, tout à fait. Mon cabinet de conseil, il est spécialisé dans le restructuring. Donc, il aide les entreprises qui veulent réduire, notamment les industries, leur empreinte industrielle, que ce soit sur le territoire national ou international. Ça, c'est un point important. Le contexte, quand même, le nombre de défaillances en 2025 a augmenté de 40% en France et était déjà élevé l'an dernier. Donc oui, mon cabinet de conseil est spécialisé dans la transformation, pas forcément uniquement dans la réduction, mais également aussi un accompagnement à la croissance. La méthode de Victoriam RH, elle est assez classique, mais rigoureuse, et elle développe surtout une proposition sur mesure, parce que ce qui est essentiel d'avoir en tête quand on fait une restructuration, c'est que certes, lorsque vous faites un PSE, c'est une action... Un PSE, c'est un plan social, évidemment. Plan de sauvegarde d'emploi, pardon, excusez-moi. Lorsque vous faites un PSE, vous avez quand même des normes juridiques, mais cependant, il convient d'adapter en fait à chaque contexte votre organisation et de vous projeter avec le dirigeant actuel. Donc, les plans de sauvegarde aujourd'hui, c'est une grosse activité pour vous. Vous les voyez en augmentation ou pas ? Oui, tout à fait. Très clairement. Oui, très clairement. Le nombre de défaillances augmentant, derrière, forcément, le nombre de plans de sauvegarde d'emploi
rappelons que c'est un dispositif français uniquement qui a lieu en France, augmente malheureusement également. D'accord. Donc on vient vous voir, on vous dit je veux X% de ma masse salariale qui dégage, c'est ça? C'est pas si simple. Souvent, en fait, on vient me voir avec des impératifs de compétitivité, et dans ces impératifs de compétitivité, il y a une rationalisation, une optimisation de la masse salariale. Donc, rationalisation, optimisation de masse salariale, ça veut dire clairement licencier. Réduction. Pourquoi on n'utilise pas les mots aussi simples? C'est des licenciements. C'est des licenciements. Mais pas uniquement d'ailleurs. Parfois, avant une vague de licenciements, vous avez un plan de départ volontaire, vous avez d'autres dispositifs d'accompagnement dans le cas d'une sortie de collaborateurs. Il n'y a pas que des licenciements pour motifs économiques. Et alors là, les grosses tendances aussi qui font peur aux salariés, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que là encore, vous êtes obligé de restructurer, d'accompagner la restructuration ou pas? Non, c'est pas forcément lié à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça reste un outil qui est en phase exploratoire pour bon nombre d'entreprises actuellement. Ils ne sont pas encore sûrs exactement en fait de leur positionnement, notamment les grandes structures que l'on accompagne plus particulièrement. Ce qu'il faut avoir en tête, et c'est ma vision en tant que moi dirigeant du cabinet, c'est que l'IA permet réellement d'avoir un collaborateur augmenté. Et dans ce cadre-là, bien sûr que ça donc le collaborateur reste, mais on lui donne l'IA en plus. Il ne s'en va pas à la place de l'IA. Exactement. C'est vraiment un outil supplémentaire d'automatisation. Et ça n'a jamais remplacé les organes décisionnels. Et je ne pense pas que ça les remplacera. Ça reste un outil. Donc vous, dans votre esprit, l'IA, ça ne va pas forcément licencier des gens? Non, mais il y aura une certaine déversement quand même de compétences. Des gens qui avaient vraiment des travails un petit peu répétitifs, un poste de travail un petit peu répétitif, il se peut que ça influence leur quotidien, mais sans pour autant le changer totalement. Alors, à l'inverse, il y a certains secteurs qui souffrent d'un manque de main-d'œuvre. Par exemple, un secteur que vous devez indirectement connaître puisqu'il s'agit de l'armement, où on voit même des entreprises avec des comportements limites, lorsqu'elles vont débaucher des salariés dans les autres entreprises, pas forcément de l'armement, mais elles en ont tellement besoin. Oui, la pénurie de talent vraiment touche tous les secteurs et notamment l'armement. L'armement actuellement, en 2025, aura un besoin, du fait du contexte géopolitique actuel, aura un besoin de 70 000 personnes supplémentaires en 2025. Et fort de ce constat, on a insuffisamment formé les gens dans ce domaine-là auparavant. Donc en fait, le DRH, ce qu'il doit faire, lui, pour pallier à ça, c'est tout simplement allier sur des secteurs connexes et former les gens à les rendre opérationnels dans son secteur d'activité. Donc, il va aller chasser dans les secteurs connexes. Tout à fait. Et encore une fois, le secteur automobile est très formateur. Pour revenir sur mon expérience de départ, le secteur automobile est vraiment très formateur. Si je prends mon exemple personnel, lorsque j'ai été dans le secteur automobile, je suis parti après dans le secteur de la santé en tant que directeur des ressources humaines du groupe. Et en fait, les choses se sont faites assez naturellement. Ok, c'était une fonction support, mais au final, les choses, avec une formation adaptée et surtout un onboarding adapté, peuvent se faire de manière tout à fait sereine. Et on n'arrive pas à aller récupérer les gens qu'on licencie dans des secteurs qui souffrent et à les former pour les secteurs qui manquent de personnel. Ça fonctionne mal? Ça arrive parfois. Cependant, il y a quand même une mobilité géographique à avoir. L'industrie, en fonction de ces secteurs, a quand même en France une certaine prédominance géographique. Prenons un exemple très simple. L'aéronautique est plutôt dans le sud-ouest de la France. Si on regarde le textile, on est plutôt dans le nord et dans le nord-est. Voilà, les gens qui étaient en production dans une usine ne vont pas forcément faire traverser la France pour aller dans l'aéronautique, même s'ils sont formés. Donc il y a quand même d'autres choses à prendre en compte. Donc, vous êtes plus tout jeune, donc vous avez une expérience. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une nouvelle génération de jeunes qui abordent la problématique du travail différemment? Est-ce que c'est plus dur pour les RH de les recruter? Est-ce que c'est plus dur pour elles de les fidéliser? Oui, c'est vrai que la dernière génération est plus exigeante vis-à-vis de l'entreprise, ça c'est certain. Cependant, c'est pas forcément plus dur à fidéliser, c'est juste que c'est des leviers différents. Ils attendent davantage de reconnaissance, ils sont plus exigeants envers l'entreprise. Ça, c'est vraiment quelque chose qui les caractérise. Je pense cependant que
quelque part, ils ont remis un petit peu un équilibre dans le rapport que pouvait avoir l'entreprise sur le salarié. Selon moi, il y avait vraiment dans le contrat de travail, vous savez, il y a un lien de subordination qui est décrit. On parle de plus en plus de liens de coopération ou de liens de collaboration. Moi, je pense qu'il faut aller là-dedans, puisqu'en fait, ils sont en recherche de flexibilité et les entreprises, à l'avenir, auront une multitude de statuts pour leurs intervenants, que ce soit salariés, freelance, indépendants. Pas de blocage de la part de l'entreprise, au contraire, accompagné. Pas de blocage, mais ce qu'il faut savoir, c'est parce qu'on n'a pas le choix, en fait, dans les faits. Voilà, il y a un rapport de force qui s'est équilibré. Voilà. Là où il était très déséquilibré en faveur de l'entreprise, désormais, les choses sont équilibrées. Et je pense que ça fait, pour le coup, sans avoir une vision trop sociale du rapport au sein de l'entreprise, je pense que ça fait du bien aussi de se faire challenger par la nouvelle génération. Une question, l'immigration. Est-ce que la France a vraiment besoin d'une immigration spécialisée, qualifiée pour un certain nombre d'emplois ? Oui, je le crois. On ne pourra pas s'en sortir seul. Non, j'étais encore dans le cadre de mes fonctions cette semaine en Allemagne pour voir un site d'une entreprise. Il y avait vraiment un multiculturalisme et il y avait, je crois, sur une vingtaine de collaborateurs, environ 7 nationalités, alors que nous étions en allemand et la nationalité allemande était la moins représentée. Il s'agissait du secteur de la restauration. Mais ce n'est pas le cas en France. Ça ne marche pas aussi bien. Si ça fonctionne en France, mais pas dans tous les secteurs. Rappelons, pour faire le lien avec la question précédente sur le secteur de l'armement, vous avez une habilitation parfois nécessaire, secret défense, etc., et qui peut prendre du temps et qui est basée sur également des contraintes de nationalité, des liens que vous pouvez avoir à l'international, qui peuvent être non pas dramatiques dans le cadre de votre fonction, mais également être un problème sur des industries sensibles. Merci beaucoup, Geoffrey Fournier, pour vos réponses. L'invité de l'économie est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir. Le 7 to Smoke ou encore les Open Might. Ça vous parle? Non? Eh bien, c'est que le hip-hop a encore des secrets pour vous. La question de la transmission, ça a toujours été au cœur de la culture hip-hop. Dans un contexte actuel qui a plutôt tendance à séparer les gens, je pense qu'il faut d'autant plus rassembler, comprendre l'autre, faire avec l'autre, apprendre de l'autre. Chaque année, la ville de Nantes vibre pour le Hip Hop Session, un festival géant qui fait le lien entre les amateurs, les curieux et la crème internationale du milieu. Ça se passe sur France 24 dans Pas de quartier. Au moindre mouvement impressionnant, à la moindre coupole, il y a tout le monde qui réagit. Et c'est une énergie qui est ultra communicative en fait, c'est ça aussi le truc. Pas de quartier, à voir sur France 24 et france24.com.